Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont voici les principaux titres. Après une visite officielle en République populaire de Chine, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a regagné la capitale. Et au Yémen, l'aide humanitaire arrive de nouveau à Sanaa. Et c'était donc les principaux points qui vous seront développés. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné hier soir la capitale après avoir achevé une visite officielle de 72 heures en République populaire de Chine. À son arrivée à l'aéroport, le président Guelleh a été accueilli par l'ensemble des membres du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Le chef de l'État donc a effectué une importante visite en Chine qui a permis de consolider les relations entre les deux pays. Au cours de cette visite, il a pu avoir des entretiens avec le président Xi Jinping. Plusieurs accords de coopération ont en outre été signés dans de nombreux domaines. Le président de la République a pu également rencontrer à Pékin le Premier ministre chinois. Il s'est rendu en compagnie de délégations dans la grande ville de Shenzhen. À Shenzhen, des rencontres avec les patrons des grands groupes industriels, financiers et commerciaux ont été organisées, ce qui a permis la signature de plusieurs conventions et accords de partenariat. Et justement, parmi les présidents, donc directeurs généraux, les PDG que le président de la République a rencontrés à Shenzhen figure celui de China Merchant Group, Li Juanhong. Cette société est déjà présente à Djibouti. Au cours de cette rencontre, l'on a procédé à la signature d'un certain nombre d'accords de coopération concernant les transports maritimes et terrestres, le développement des zones franches et des nouveaux ports. Le second accord porte sur la construction d'un centre de formation technique pour les futurs cadres qui seront employés dans la zone franche. Les relations sino-djiboutiennes sont passées d'un statut de simple partenaire à celui de deux pays alliés qui répond à la stratégie de la Chine et qui met en place les nouveaux routes commerciaux de la soie. Et la visite officielle du président de la République en Chine populaire a été donc un succès total, ont estimé les deux parties. Donc, comme on le disait il y a quelques instants, ont été signés entre les deux parties, en présence notamment du président de la République Ismaël Omar Guelleh et du PDG de la China Merchant Group. Les accords ont été paraphés côté djiboutien par le président des autorités des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi. Et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, n'a pas manqué à cette occasion pour rappeler l'importance des investissements consentis à Djibouti grâce à la Chine populaire et qui ont permis le renforcement de nos infrastructures. Nous l'écoutons. De notre pays, qui est un pays maritime, qui a toujours vécu avec la mer, n'est-ce pas, s'est trouvé aujourd'hui dans une atmosphère de progrès, de développement, grâce à votre expérience, à votre partenariat et à votre engagement auprès de nous. Cette courte période de coopération avec vous nous montre que nous sommes sur la bonne voie. La confiance est réciproque. Et notre ambition de faire de Djibouti comme le Shekou de Shenzhen est primordiale. Les premières étapes sont déjà concluantes, comme vous avez dit tout à l'heure. Le port de DMP est déjà une réussite. Nous attendons à ce que le nouveau Doralé international, port à conteneurs, va suivre, n'est-ce pas, cette phase, n'est-ce pas,
d'augmenter les capacités du port de Djibouti. La position de Djibouti sur la route de la soie que le président Xi Jinping s'est engagé à montrer au monde, n'est-ce pas, la capacité de la Chine de pouvoir associer le monde dans un commerce global qui changera la face du monde. Nous sommes fiers de pouvoir figurer parmi les chanceux qui se trouvent dans cette aventure et se trouver parmi les pionniers, n'est-ce pas, grâce au gouvernement du peuple chinois et grâce à notre partenariat. Je me fais un plaisir de parrainer cet engagement et je vous remercie aussi de votre engagement de faire de Djibouti, du vieux port de Djibouti, une ville financière, un port de croisière, un lieu qui fait rayonner l'Afrique de l'Est, n'est-ce pas, à travers Djibouti. Je vous remercie. Et le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, s'est félicité pour sa part de la grande compréhension existante entre parties djiboutiennes et chinoises pour la mise en place d'un partenariat gagnant-gagnant. Je vous propose de le suivre. Nous avons signé aujourd'hui avec China Merchants des accords de coopération. Le premier accord concerne un accord de partenariat dans différents domaines du transport maritime et dans l'investissement de transport terrestre et de développement des zones franches et des nouveaux ports. Et puis le deuxième accord concerne essentiellement la construction d'un centre de formation technique pour les futurs employés, les futurs cadres qui vont être amenés à être employés dans la zone franche, dans la future zone franche et dans différents ports du pays. Donc dans cet accord, China Merchants a fait un don de 2 millions de dollars qui sera utilisé en partie pour le développement de ce nouveau centre de formation professionnelle. Et les autorités hauts responsables de la ville de Shenzhen avaient réservé donc un digne accueil au président Guelleh et à sa délégation. Cette mégalopole est une ville dynamique qui est devenue la vitrine d'une Chine plus prospère, plus entreprenante, qui exporte dans le monde entier tout genre de produits. Les deux parties donc ont convenu d'établir un partenariat stratégique entre Djibouti et Shenzhen et d'approfondir leur coopération dans tous les domaines. La ville de Shenzhen est une zone économique spéciale. Elle est devenue l'un des poumons de l'industrie chinoise. Ses performances économiques en font aujourd'hui un modèle de réussite. Et depuis près de 3 décennies, Shenzhen enregistre une croissance inégalée. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal juste après ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدًا رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Et c'était l'appel à la prière d'Al-As. Nous retrouvons la suite de notre édition. La journée mondiale de l'enfance, à présent, le ministère de la Femme et de la Famille, l'Union nationale des femmes djiboutiennes et l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, ont conjointement organisé aujourd'hui au siège de l'UNFD la journée de l'enfant djiboutien. Cette journée s'inscrit donc dans le cadre des célébrations marquant l'anniversaire de l'adoption de la Convention relative à la réaffirmation des droits des enfants et qui a eu lieu un 20 novembre au siège des Nations Unies à New York où 130 pays ont signé le document. Au cours de cette journée commémorative, les organisateurs de l'événement ont placé des enfants à besoins spécifiques au centre de leurs préoccupations, du matériel les aidant à se mouvoir dans des béquilles ou bien des chaises roulantes leur a été remis ainsi que des lits, des berceaux pour personnes souffrant d'un handicap, des appareils auditifs pour ceux souffrant de problèmes au niveau de l'ouïe, des lunettes pour ceux rencontrant des difficultés au niveau de la perception. Et les représentantes de l'UNFD et de l'UNICEF ont rappelé à cette occasion que la prise en charge des enfants et personnes à besoins spécifiques est devenue une obligation. Les actions en faveur de ces enfants ont été encouragées par la Première Dame et le chef de l'État. Nous les écoutons. Depuis le 20 novembre, le monde célèbre la Journée mondiale de l'enfance pour marquer l'anniversaire de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant. 28 ans cette année. Plus de 130 pays organisent depuis des séries d'événements dans lesquels les enfants sont appelés à prendre les commandes dans les médias, la politique, les affaires, le sport, le divertissement, pour mettre en lumière les défis les plus pressants de leur génération. Djibouti participe activement à ce mouvement mondial mené par les événements et l'événement de ce jour s'y inscrit et je tiens ici à féliciter tous les jeunes garçons et les jeunes filles qui nous ont montré leur talent
au début de cet événement. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour non seulement célébrer la Journée nationale de l'enfant, mais pour revivre aussi un moment historique chargé d'émotions où il y a une année de cela, son Excellence la Première Dame, Madame présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haïd, avait distribué divers matériels à des personnes à besoins spéciaux. En effet, notre institution est la maison où tout est possible pour les femmes et les enfants djiboutiens, quelles que soient leurs origines ou leur classe sociale, car, comme vous le savez, nul ne pourra dissocier mère et enfant, et c'est pourquoi l'UNFD, depuis sa création, s'est donné pour objectif de mener une lutte pour que tous les enfants, où qu'ils vivent, au milieu urbain ou rural, puissent développer pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, dans la paix et la tranquillité, mais aussi dans la dignité. Et pour sa part, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumine Ahmed Hassan, a indiqué que 185 enfants à besoins spécifiques ont été pris, soutenus et accompagnés. Nous l'écoutons. Nous sommes réunis aujourd'hui pour lancer les activités d'une semaine relative à la Journée internationale de l'enfant. Cet événement est un événement qui est réalisé par le ministère de la Femme et l'UNFD en étroite collaboration avec l'UNICEF. Le choix de lancer les activités de la Journée internationale de l'enfant par les enfants à besoins spéciaux n'est pas anodin. Pourquoi ce n'est pas anodin? De la mise en place du nouveau gouvernement, le chef de l'État a donné des instructions claires à tous les membres du gouvernement de se mobiliser et d'effectuer, selon leur agenda et leurs missions respectives, une attention particulière aux familles vulnérables et en particulier aux enfants à besoins spéciaux. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons choisi l'UNFD et le ministère de la Femme, avec notre partenaire l'UNICEF, de démarrer nos activités par les enfants à besoins spéciaux. Nous faisons que renforcer les activités déjà entreprises et réalisées par le chef de l'État, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, et son épouse, Khadra Mahmoud Haïd. Les deux hauts responsables de ce pays ont mené une lutte, ont entrepris des activités, en créant des écoles, en apportant une attention particulière, un appui particulier à ces familles et à ces enfants. À nous, responsables du gouvernement, de venir consolider, renforcer ce travail et lui permettre une certaine pérennité afin que tout Djiboutien ayant des difficultés ou ayant dans une situation de précarité ait les mêmes droits et les mêmes avantages que toute personne valide. Et nous allons revenir donc sur la célébration de cette journée nationale de l'enfant djiboutien. À ma gauche donc, nous avons deux invités un peu spéciaux aujourd'hui. Il s'agit de deux enfants. Bonjour les enfants. Bonjour. Donc honneur aux dames. Je vais d'abord présenter Saïda Ali qui est en 8e année au collège de Charles de Foucault, ainsi que son camarade Ammar Yasser également en 8e année au collège de Charles de Foucault. Alors vous avez suivi les enfants aujourd'hui la célébration de cette journée. Qu'est-ce que l'on peut dire? Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. J'ai l'honneur et le plaisir de vous informer du lancement des activités pour la célébration de la Semaine nationale de l'enfant djiboutien. En effet, cette journée est célébrée de par le monde le 20 novembre de chaque année, pour rappeler l'éternel combat mené pour la reconnaissance et le respect des droits des enfants. Et comme à l'accoutumée, notre pays fête cet événement en organisant des diverses activités. Ces activités commenceront par une distribution des kits de bienvenue pour les nouveau-nés dans les maternités, mais aussi dans l'eau de jeu pour les 14 garderies au niveau des régions. Des activités de sensibilisation sur l'abandon total des MGF s'organiseront au niveau national. Quoi d'autre, Ammar? Merci Saïda. Donc à cette occasion, il y aura un débat entre jeunes et différents responsables des ministères concernés sur la question de l'enfant. Et à la fin de la semaine,
Une cérémonie de clôture parrainée par son Excellence Monsieur le Premier ministre aura lieu au Palais du Peuple, où tous les lauréats des différents concours seront récompensés au rythme des chants, danses et autres activités festives. Bonne fête à tous les enfants en général et aux enfants djiboutiens en particulier. Merci Ammar et Saïda. Donc vous venez d'annoncer à peu près le programme de la semaine de l'enfant djiboutien qui sera organisé et qui va débuter dès aujourd'hui. Merci à vous deux et excellente fête également. Merci beaucoup. Nous allons continuer donc dans l'actualité nationale. À Ali Sabieh s'est déroulée une cérémonie de remise de médailles militaires au camp des régiments interarmés d'Ali Sabieh. 14 soldats donc ont été décorés pour leur bravoure et leur courage. La cérémonie donc a démarré par une prise d'armes et le passage en revue des troupes par le lieutenant-colonel chef du corps Abdelwassa Ben Mohamed. Ces distinctions donc ont été avalisées par l'état-major des forces armées djiboutiennes afin d'encourager les officiers subalternes et les hommes du rang. Et les distinctions donc leur ont été remises à des mains du général d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. Santé à présent, hier samedi 25 novembre, c'est à l'hôpital régional d'Ali Sabieh que les caravaniers de la santé ont posé leur bivouac pour entamer la semaine de consultation, de soins spécialisés et d'opérations chirurgicales en terre à Sedjoug. Dans le cadre donc du lancement officiel de leurs activités, les caravaniers ont reçu en début de matinée une visite de courtoisie de la part de la délégation conduite par le préfet de région, Mohamed Abel Assoué, pour s'enquérir de visu du déroulement des activités dispensées par les médecins spécialistes de la caravane. Ainsi, le préfet et sa délégation ont amplement apprécié la visite guidée et qui leur a été donc présentée par le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ahmed Roblé, et le directeur de l'hôpital régional d'Ali Sabieh, Mohamed Sougaïna, le Dr Aïdan Ibrahim Bouh, directeur général de l'Institut national de santé publique de Djibouti. En effet, durant une semaine, cette caravane médico-chirurgicale, forte d'une quinzaine de spécialistes et de techniciens de santé, aura pour mission de dispenser des soins et des prestations spécialisées
spécialisées de qualité à la population de la région d'Ali-Sabieh. Parmi les spécialités proposées par la caravane, on dénote notamment l'ophtalmologie, la stomatologie, la cardiologie, la nephrologie, la gynécologie, l'obstétrique, l'ORL, la pédiatrie, la chirurgie ou encore la dermatologie. D'autres activités comme le dépistage du cancer du col de l'utérus font également partie des prestations offertes. Les autorités locales ont salué de vive voix l'importance que revêt cette mission médicale. Et à travers cette initiative périodique de la caravane médico-chirurgicale, le ministère de la Santé vise à garantir l'accès aux soins et aux prestations spécialisées en élargissant la couverture sanitaire à toutes les couches de la population et sur toute l'étendue du territoire national. Et toujours dans le cadre du lancement de la caravane médicale dans le sud du pays, une équipe de caravaniers de la santé donc a débuté ses activités de consultation dans la région de Dikil. C'était hier à Okar. Ces activités donc de consultation, de soins spécialisés et d'opérations chirurgicales se dérouleront pendant toute la semaine jusqu'au 1er décembre au centre médico-hospitalier de Dikil, avec un nombre de consultations prévues pour la région à plus de 15 000 en fin de matinée. Donc le préfet de la région, Mohamed Cheikh Hassan, et le président du conseil régional, Abdurrahman Younis, ont effectué donc une visite guidée en compagnie du secrétaire général du ministère de la Santé et du directeur de l'hôpital Pelletier, dans le cadre donc du lancement officiel des activités de la caravane. Et dans son intervention, le secrétaire général du ministère de la Santé a esquissé donc les contours des objectifs de la mission de la caravane médico-chirurgicale qui constitue un des piliers majeurs de la politique sanitaire de notre pays. Nous l'écoutons. L'initiative de cette caravane provient de son Excellence Dr Jami' El-Mi'ou, qui est le ministre de la Santé. Et nous avons débuté donc simultanément la région de Ali-Sabieh et la région de Dikil. Nous allons progresser donc cette caravane-là par la suite vers la région du Nord et ensuite vers la fin à Arta. Cette caravane comprend une trentaine de personnels de santé qui sont dépêchés ici dans cette région, dont une quinzaine de médecins spécialistes qui proviennent des hôpitaux. L'objectif de cette caravane est double. D'abord, c'est un objectif donc d'équité pour les gens qui habitent dans cette région de Dikil, mais aussi un objectif aussi de proximité, parce que nous voulons rapprocher cette médecine de qualité, cette médecine spécialisée auprès des malades qui se trouvent dans ces régions-là. Nous invitons, nous exhortons la population donc de la région de Dikil à venir nombreux, à venir vraiment donc se soigner ici et à venir vraiment profiter de cette caravane médico-chirurgicale. Enfin, je voulais juste annoncer que les personnes ou les habitants doivent se munir de la carte CNSS et de la carte d'identité. Vraiment, c'est très très important. Enfin, je voulais ici annoncer au préfet et au président du conseil régional que nous avons dépêché ici une nouvelle radio, une radio de dernière génération, une radio numérique. Donc cette région va en bénéficier pour accélérer vraiment le diagnostic donc, des personnes qui souffrent des pathologies pulmonaires, traumatologiques ou autres. Au nom du ministère de la Santé, je voudrais remercier ici le préfet ici présent, M. Mohamed Cheikh, le président du conseil régional, M. Abdurrahman, ici présent, mais aussi tous les cadres du ministère de la Santé qui sont là depuis hier, vendredi, donc, dans cette région de Dikil. Et à présent, passons aux nouvelles à travers le monde. Au Yémen notamment, l'aéroport de Sanaa a commencé à voir atterrir des avions des agences onusiennes et d'autres ONG transportant l'aide humanitaire. Au Yémen, les premières aides donc humanitaires sont enfin arrivées à l'aéroport de Sanaa, la capitale du pays. L'UNICEF a envoyé près de 2 millions de vaccins destinés à endiguer l'épidémie de diphtérie, une maladie très contagieuse et qui touche principalement des enfants. D'autres aides donc ont été expédiées par le programme alimentaire
alimentaire mondial, le PAM, et par la Croix-Rouge, transportant du personnel humanitaire, des aides qui ne pouvaient plus être acheminées au Yémen depuis le renforcement du blocus imposé par la coalition saoudienne début novembre. Depuis 2015, le conflit qui oppose les chiites houthis soutenus par l'Iran et les forces gouvernementales appuyées par l'Arabie saoudite a fait près de 9000 morts et des dizaines de milliers de blessés. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le pays connaît la pire crise humanitaire de la planète. 7 millions de Yéménites sont menacés par la famine. Et au Pakistan, de violents heurts ont opposé des fondamentalistes aux forces armées qui ont été appelées à la rescousse par la police. Au moins 6 personnes ont trouvé la mort et 200 autres ont été blessées à la suite de ces heurts qui ont opposé policiers et islamistes dans la banlieue d'Islamabad. Le gouvernement pakistanais a fait appel à l'armée pour mettre un terme au rassemblement qui bloquait l'accès de la capitale depuis près de 3 semaines. Un blocage à l'initiative d'un parti religieux pour obtenir le retrait d'un texte jugé blasphématoire. Les autorités ont bloqué donc la diffusion de plusieurs chaînes et l'accès aux réseaux sociaux pour éviter que les manifestations ne s'étendent à travers le pays, mais des soutiens aux fondamentalistes se sont mobilisés, notamment à Karachi et Lahore. Ce que le gouvernement a fait aujourd'hui aux médias mérite d'être condamné, a ainsi affirmé Tahir Hassan Khan, un ancien président de l'association des journalistes de Karachi. Le monde entier y verra un signal d'alarme et devrait s'en indigner. Cela affectera aussi l'image du Pakistan, a-t-il indiqué. Plus de 8500 policiers et militaires ont été déployés hier à Islamabad pour déloger les manifestants. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.